Bonjour à vous, merci d'écouter ce que je souhaiterais vous raconter à propos des rites de passage et des rites de première fois. Le rite de passage, c'est le point commun qui existe entre la fête du Nouvel An chinois, le mariage de mon neveu, la circoncision chez les Doayos du Cameroun et le baptême qu'un étudiant du supérieur subit parfois en première année. Dans tous ces cas, il s'agit d'un rite qui manifeste le franchissement d'un seuil symbolique, le passage d'une situation déterminée à une autre situation déterminée. Par exemple, le mariage est un rite de passage dans la mesure où il permet à une personne de passer de la situation de célibataire à celle de personne mariée. Le rite de passage peut être défini comme un rite qui marque le changement de statut social ou sexuel d'un individu, ou son changement de lieu de résidence, son changement d'âge, son changement de profession, etc. Les rites de passage ponctuent toujours une étape importante de la vie d'une personne. Il y a toujours un avant et un après le rite. Et une fois le rite accompli, rien ne sera plus jamais comme avant. On a franchi un cap, on a franchi une étape, on a acquis une nouvelle situation. D'une certaine façon, les rites de passage structurent la vie d'un individu en la divisant en un certain nombre d'étapes, un certain nombre de stades qui se succèdent dans un ordre souvent très précis et codifié. Par exemple, dans le cas du christianisme, ces différentes étapes peuvent être la naissance, le baptême, la communion, le mariage, les funérailles. Le premier anthropologue à s'intéresser vraiment aux rites de passage est le français Arnold van Gennep, qui considère au début du XXe siècle qu'un rite de passage se déroule généralement en 3 étapes successives. La séparation, la marge et enfin l'agrégation. La séparation désigne l'état qui correspond à la mort symbolique d'une époque de la vie, à la rupture avec un état antérieur, l'état que l'on est en train de quitter définitivement. Par exemple, dans notre société, la séparation peut correspondre, dans le cas du mariage, à la séparation de la jeune fille ou du jeune homme d'avec ses parents, qu'elle quitte ou qu'il quitte pour vivre avec son époux ou son épouse. Elle peut correspondre également à un phénomène relativement récent mais qu'on observe de plus en plus souvent, c'est l'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. L'expression le dit bien, on enterre une vie, on fait donc une mort symbolique. La marge, qui constitue la deuxième étape du rite, correspond au moment où s'effectue l'efficacité du rituel. C'est par exemple le moment précis du mariage où je réponds oui à la question « Voulez-vous prendre pour épouse Marie-Bernadette ?» Mais de manière plus générale, la marge désigne également toute la cérémonie du mariage, c'est-à-dire toute cette période qui, chez nous, dure habituellement une journée et marque véritablement le passage de l'état ancien, qui est mort, et qui est le célibat, à l'état futur d'époux ou d'épouse. Dans certaines sociétés, il peut s'agir de la nuit de noces, du moment auquel la jeune épouse perdra sa virginité avec son mari. Enfin, l'agrégation coïncide avec la renaissance symbolique de l'individu. Au lendemain de la cérémonie et de la fête du mariage, au lendemain de la nuit de noces, on s'éveille avec un nouveau statut. Le célibataire est mort et nous renaissons en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. Des rites de passage existent dans toutes les sociétés. Parmi ces rites, il en est qui ont davantage d'importance que d'autres. Le mariage fait partie de ces rites essentiels, tout comme celui qui va marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte, et qui correspond dans la plupart des sociétés traditionnelles au rite de puberté. Dans ces sociétés, le rite de puberté consiste parfois pour le garçon à subir une circoncision, à sacrifier son auriculaire, à avoir les cheveux coupés, à perforer son septum pour y placer une barrette en os, à se faire tatouer ou scarifier, à devoir sauter depuis la cime d'un arbre, à se tailler les dents en pointe, à subir des brimades ou des violences physiques sans broncher, etc. Quant à la fille, elle devra parfois subir des mutilations sexuelles, être elle aussi tatouée, se couvrir le visage ou les cheveux, sacrifier le lobe de son oreille droite,
se faire percer les lèvres pour y placer un labret, pour ne citer que quelques exemples de pratiques liées au rite de puberté. Dans notre société moderne, il existe un rite de passage dont tous mes étudiants ont déjà entendu parler et que certains même ont accompli. C'est le fameux baptême étudiant, appelé bizutage en France et activité d'intégration au Québec. Il s'agit d'une cérémonie initiatique et folklorique qui permet au nouvel étudiant, le bleu ou la bleuette, d'intégrer le cercle des anciens, le cercle des baptisés. En fonction des universités, en fonction des hautes écoles, mais aussi en fonction des différentes facultés ou départements et même en fonction des différents comités de baptême, les coutumes peuvent varier fortement. Néanmoins, le cérémonial du baptême comporte le plus souvent les 3 stades habituels du scénario rituel classique: séparation, marge et agrégation. La séparation se marque par la perte d'identité corporelle et sociale, avec par exemple la coupe possible des cheveux, l'obligation de porter un uniforme particulier, l'imposition d'un numéro matricule. La période de marge instaure une sorte de guerre entre les anciens et les nouveaux qui en profitent pour se liguer, se soutenant mutuellement contre les ennemis. Les anciens ont appris la technique du commandement et il suffit de 5 garçons décidés pour en faire obéir 100. Le chef parle peu, les bleus et bleuettes doivent garder les yeux baissés. Lors de cette étape fonctionne un tribunal au cours duquel de fausses épreuves et des punitions factices sont organisées pour parodier l'institution d'enseignement. Il s'agit de faire symboliquement table rase de l'ancien savoir. L'agrégation, enfin, se manifeste par le passage dans un liquide de purification ou par des cérémonies qui prennent place dans une fontaine ou divers lieux publics. Cette renaissance est ensuite célébrée dans l'abondance alimentaire et festive et dans les débordements sexuels. Le baptême n'est évidemment jamais une obligation pour l'étudiant, mais le refuser dans certaines institutions entraîne des conséquences parfois dommageables. On est exclu de la vie extrascolaire, on n'a pas accès à certaines notes de cours, on n'a pas accès au résumé que s'échangent les baptisés, etc. Par contre, le baptisé est inséré dans un groupe solidaire qui peut l'aider dans son parcours scolaire. Il peut participer aux activités du cercle, des soirées festives, des voyages, des concerts, etc. De plus en plus, aujourd'hui, le baptême étudiant a mauvaise réputation. Il est contesté au nom du respect de la dignité humaine. Régulièrement, en effet, les médias font part de débordements observés lors de baptêmes. Il est avéré que certains rites peuvent aboutir à des comportements dégradants, où les responsables de cérémonies assouvissent même des pulsions parfois agressives et sadiques. On parle de harcèlement moral, de processus de manipulation mentale, voire même de déshumanisation, de l'obligation pour le bleu d'obéir à des ordres stupides ou contradictoires, d'accepter de prendre des postures qui allient la soumission à l'humiliation, de manger tout ce qu'on lui présente, etc. Il est vrai que si le baptême n'est vécu que comme un jeu puéril et dégradant, et qu'il n'a aucun effet positif sur l'intégration des étudiants, alors le baptême a évidemment peu de sens. Dans notre société moderne, on observe aujourd'hui un déclin progressif des rites de passage traditionnels qui sont souvent liés à la religion, comme le baptême, la communion et le mariage. On peut surtout remarquer l'absence quasi totale de celui qui marque, dans les sociétés traditionnelles, la transition à l'âge adulte. L'abandon de l'enfance et le passage à l'âge adulte se font sur une période souvent longue que nous appelons l'adolescence. Dans les sociétés traditionnelles, l'adolescence n'existe pas. Il y a l'enfant qui ne peut pas faire des enfants, et puis, à la puberté, apparaît l'adulte qui peut faire des enfants. Chez nous existe donc l'adolescence, cette période plus ou moins longue, puisqu'elle peut parfois durer jusqu'à une dizaine d'années, voire même plus, période pendant laquelle l'individu va progressivement effectuer certaines expériences qui montrent qu'il n'est plus tout à fait un enfant. Aujourd'hui, en ce qui concerne notre société, on parle plutôt de rite de première fois plutôt que de rite de passage. La première cigarette, la première fois qu'on se saoule,
le premier baiser qu'on échange, la première fois qu'on fait l'amour, le premier tatouage ou le premier piercing, le premier chagrin d'amour, et puis ensuite vient le premier boulot, le premier salaire, la première voiture, le premier appart, le premier enfant, etc. Ce sont toutes ces premières fois, toutes ces premières expériences qui jalonnent l'adolescence, qui font que l'on quitte l'enfance pour se rapprocher peu à peu de l'âge adulte. Ce sont tous ces petits moments importants qui sont considérés aujourd'hui comme étant des alternatives modernes au rite de passage traditionnel. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.